Bonjour à toutes et tous, très content de vous retrouver pour le podcast Circular Radio. Je suis très content aujourd'hui parce que je suis accompagné de Didier Toquet. Bonjour Didier. Bonjour à tous et bonjour Brieux. Moi aussi je suis content d'être là. Je suis d'autant plus content parce que il faut que les gens le sachent. Il y a une vraie histoire entre Didier et moi et Circulab. C'est que Didier a écrit la préface il y a longtemps de notre livre Activer l'économie circulaire, donc sorti en 2015, donc ça remonte un petit peu maintenant. Et puis tu étais aussi le premier invité du podcast en 2018 pour nous présenter Bateau. Et comme dit le big dicton, même si je m'en souviens plus précisément, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures. Je me suis permis de te rappeler. Ouais, t'as raison. Je précise que moi, la dédicace, c'était la première et la seule dédicace que j'ai jamais fait de ma vie. Donc, merci aussi. La préface, pardon. Ouais, une dédicace quelque part. Oh oui, tout à fait. Très content donc de te retrouver. On va pouvoir commencer. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, et évidemment, l'épisode est toujours disponible pour ceux qui veulent l'écouter, tu étais au tout début de l'aventure Bateau, BATHO, et on avait fait le bilan aussi de l'aventure Nouvelle Attitude / Rossigo, et donc tu nous avais brièvement décrit la situation de la fin de vie des bateaux de plaisance à l'époque, notamment la Atlantique, puisque tu es toujours installé à Rezé, à proximité de Nantes, et donc il s'est passé beaucoup de choses en 5 ans, d'autant plus que tu as vendu Bateau récemment, et donc je me suis dit que c'était aussi l'occasion de faire un bilan de cette aventure assez magique, je dois le dire. Donc avant qu'on fasse cette historique sur qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler un petit peu quelle était la situation et quelle est encore la situation de la fin de vie pour les bateaux de plaisance en France aujourd'hui? Alors, les bateaux de plaisance, on est le pays leader de la fabrication des voiliers, par exemple, dans le monde. C'est le groupe Beneteau. On a énormément de bateaux qui sont immatriculés aux affaires maritimes en France. Il y en a 1 million, très exactement. On dit que 80% de ces bateaux ont plus de 40 ans, donc ils ont déjà eu une durée de vie et un cycle de vie assez important. Ils sont fabriqués en polyester, parce qu'ils viennent finalement de la fin des années 60, l'arrivée du polyester, qui a simplifié considérablement la fabrication, mais qui a surtout permis la construction en série des choses. Et l'âge moyen aujourd'hui des propriétaires de voiliers, par exemple, c'est de plus de 65 ans. Donc on a une arrivée massive de bateaux en fin de vie dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui parce que le polyester qui font les coques et les ponts ne se recycle pas. Il faut les détruire et pour les détruire, on fait appel à la mise en décharge par exemple, en les broyant d'abord, ou l'incinération. Et ça m'a rappelé des souvenirs puisque ça fait longtemps que je travaille dans les déchets. Je me suis dit, pourquoi pas essayer aussi d'imaginer un système complémentaire de gestion de fin de vie de ces bateaux par les logiques de réemploi. Et c'est ce qu'on a fait avec Bateau. On a pris des bateaux de plaisance pour les transformer en habitat sur terre ferme. On appelle toujours ça d'ailleurs, une croisière immobile, et on dit que c'est pour tous ceux qui aiment le bateau et qui ont le mal de mer, par exemple. Et ça a marché. Ok, excellent. Alors justement, à l'époque, tu venais tout juste de finir quelques prototypes, et qu'est-ce qui s'est passé justement suite à ça? Parce que c'est vrai que pour rappel, c'était donc des bateaux que tu réutilisais avec une seule de leurs fonctions, finalement le logement, l'hébergement. Et ça ou des salles de réunion d'entreprise aussi. Alors ça, on va y Parce revenir. Que ça, je peux dire que c'est vraiment bien de faire une réunion dans un bateau. Je veux bien te croire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y avait de souvenirs pas de 400 à 500 heures de travail pour retaper un bateau, justement, changer ses fonctions. Et surtout, il y avait beaucoup de choses en termes de formation qui devaient se faire. Et puis, en termes de prix, de souvenirs, on était facilement autour de 20-25 000 euros, étant donné tout le travail qu'il y avait à faire. Donc voilà, ça c'était mes quelques souvenirs. Comment ça s'est passé après ces prototypes finalement? On est en 2018.
Comment ça s'est passé? Déjà, après le prototype, on a pris la crise du Covid. Vraiment 1 an après avoir démarré, on s'est retrouvé dans ce moment très particulier que vous connaissez tous, qui n'a pas été facile, puisque la 2e année, toutes les commandes qu'on avait engrangées, notamment par le secteur de l'hôtellerie de plein air, les campings, etc., nous ont annulé les commandes. Donc il a fallu qu'on trouve d'autres choses d'ailleurs, et on en parlera peut-être, comme les enduits en liège ou des choses comme ça qu'on a inventé finalement à ce moment des choses. Mais ça a été quand même assez particulier, mais ça a été très intéressant aussi, parce que du coup, ça nous a obligés, je dirais, on va parler d'économie circulaire, à recréer un écosystème de partenaires qui allait à ce moment-là nous donner un nouvel élan, qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire aussi bien si on s'était appuyé sur la production pure et dure de ce qu'on avait à faire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'année 2019 avait été encourageante parce que les premiers campings équipés étaient hyper contents aussi des résultats, non? C'est un modèle, quand on l'a construit, on s'est dit déjà on va éviter les coûts de la déconstruction. On va se servir des bateaux, comme tu le soulignais tout à l'heure, pour remettre des personnes à l'emploi qui en sont éloignées sur les 4 métiers qu'il fallait qu'on fasse pour reconditionner ces bateaux, c'est-à-dire la menuiserie, la métallerie, le composite et l'agencement, par exemple. Et en partant de là, on a tout de suite essayé d'aller voir, par exemple, le groupe Beneteau. Et là, on se heurte à quelque chose dont j'aimerais bien qu'on parle, parce que l'économie circulaire, c'est aussi une grande variété de types d'organisations qui peuvent s'associer. Tu citais tout à l'heure Nouvelle Attitude, Rossigo, Groupe La Poste. Tout à fait. À l'époque, j'étais une petite entreprise à impact, et je vous dirai pourquoi j'ai créé les entreprises à impact social, puisque c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et je travaillais sur des problématiques d'environnement, qui étaient la collecte et le recyclage des papiers de bureau. Et j'ai réussi. On était, je crois, moins d'une 15aine de salariés en insertion et pas. On est devenu filiale du groupe La Poste. Quand même, ça c'est un truc, avec des moyens considérables et sur une multitude j'ai envie de dire, de circularité. Voilà ce que je peux te dire à ce stade-là. Et donc, pour en revenir à Beneteau. À Beneteau, alors Beneteau, c'est un problème récurrent et je citais La Poste pour ça. C'est-à-dire que quand on démarre quelque chose, et aujourd'hui on a besoin d'inventer plein de choses, donc il faut bien les démarrer dans notre vie professionnelle, on a toujours du mal à trouver des grands groupes qui pourtant pourraient être des alliés formidables à notre système, parce qu'ils savent pas faire avec les petits. Et ils attendent finalement quelque part qu'on soit gros, ce qui est un peu ridicule dans l'objectif. Par exemple, le groupe Beneteau que j'ai dragué, mais de tout, par les portes, par les fenêtres, etc. Alors au début, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais avec nos vieux bateaux? Je leur ai dit, déjà, il y a un truc assez intéressant, c'est que je m'aperçois que des bateaux qui ont 40 ans, je les vends le même prix en fin de vie que vous les avez vendus en début de vie. Donc je double la valeur du cycle de vie de votre bateau. Bon, on peut pas le faire avec tous les bateaux, mais c'était quand même intéressant. Et je me suis aperçu que dès que j'ai cédé bateau à des groupes importants, dont le groupe SOS, qui a un budget de fonctionnement annuel d'1,5 milliard, les choses s'organisent beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un point, je sais pas trop comment le traiter, mais c'est extrêmement dommage qu'aujourd'hui les petites structures ne trouvent pas plus de stratégie d'alliance sur tous les modèles qu'on a inventés avec les gros, parce qu'il y a de plus en plus de gros, de moins en moins de petits quelque part. Bien sûr, oui. Et du coup ça standardise tout et ça rend quelque part les choses encore plus difficiles à organiser derrière. Ouais, surtout dans un modèle qui était profondément ancré sur un territoire, en fait, contrairement à Beneteau qui exporte un peu partout dans le monde. On reviendra peut-être de pourquoi je me suis mis... je pourrais dire que depuis que j'ai 20 ans, finalement, j'ai toujours créé mes petites entreprises. Et puis, c'est vrai que on a chacun ses talents. Moi, j'aime bien démarrer les choses, créer les choses. Et j'ai donc eu besoin assez rapidement, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, de gros qui pouvaient plus industrialiser. C'est un petit peu le cas de bateaux aujourd'hui. J'avais fait une 40aine de bateaux. En faire 200 de plus, honnêtement, c'était pas tout seul en tout cas, ou avec l'équipe. C'était pas quelque chose qui m'intéressait fondamentalement. Donc voilà, c'est une première réflexion.
si j'en suis venu à essayer de créer rapidement des petites structures autonomes, j'insiste sur l'autonomie parce que c'est toujours important, autonomie financière notamment, c'est-à-dire qu'il trouvait son modèle économique. Ça s'est passé juste après la bulle spéculative d'Internet, où j'avais créé des petites entreprises donc, début des années 2000, donc le début des années 2000, où j'ai été quelque part, on créait un bout de site et on avait tous les gros du coup qui venaient te voir et qui te proposaient des choses qu'il fallait multiplier par 10 au niveau du BP, mais qui derrière amenaient des montants financiers d'investissement incroyables. Mais qui avait aussi un jeu assez pervers, c'est que souvent ça a divisé les associés, qui étaient les fondateurs des petites structures, par exemple. Donc. Et puis, ça commençait à montrer un monde où on allait passer sa vie devant des écrans. C'est pas quelque chose qui m'intéressait fondamentalement. Donc, à la fois, c'était formidable parce qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent très rapidement en faisant que du BP qu'on multipliait. Par exemple, j'avais créé une structure qui s'appelait Adoncel. Pub à vendre. C'était un site de vente aux enchères de dernière minute d'espace publicitaire en B2B. C'était assez marrant. Il te restait les supports traditionnels, j'imagine. Alors, les salons, il te restait un stand dans un salon, il te restait des pages de pub dans un magazine, des minutes de radio, et tu les mettais en B2B à vendre. On avait été chercher un petit soft d'enchères, ça c'est passionnant les enchères quand même sur Internet. Hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a. Et puis à l'époque c'était déjà eBay, etc. Même avant eBay, je me rappelle plus comment il s'appelait le français qui avait lancé un site que tout le monde voulait, mais c'était pas eBay, c'était même avant eBay. Okay. C'était vraiment la première vague 99 quoi. Et on avait fait un petit BP sur le marché français quoi. Et on a eu des fonds d'investissement qui sont venus nous voir en disant vous ne pourriez pas faire l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, etc. Alors on disait au départ non, on voulait se concentrer sur notre marché. Oui mais ça serait bien. Du coup, on multipliait, on prenait le BP et puis on rajoutait des lignes avec des pays en dessous pour arriver à quelque chose qui multipliait aussi les potentiels de chiffre d'affaires et de marge. Et on avait des gars qui étaient prêts à mettre, et il y en a un qui l'a mis d'ailleurs, 25 millions de francs à l'époque, au bout de 8 mois d'activité, pour une structure qui nous avait coûté 10 000 euros de capital, quoi. Enfin, pas euros d'ailleurs, de francs. Donc c'était à la fois formidable et à la fois ça m'a pas intéressé d'aller beaucoup plus loin là-dessus. C'est fou, j'aurais dû rester là, je serais peut-être devenu... j'aurais peut-être fait gagner beaucoup d'argent, etc. Enfin bon. En tout cas, c'est parti de là. Et puis, parallèlement à ça, dans ma vie personnelle, je me suis retrouvé avec 3 enfants que je regardais grandir. Je sais que tu es aussi, toi, un père de famille. Et j'ai découvert ce qu'on appelle aussi l'économie familiale, c'est-à-dire... une économie où il faut qu'on ramène de l'argent au nid pour faire grandir la famille. Alors au-delà d'avoir cette économie familiale à gérer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on gagne des sous quand même pour payer, je sais pas quoi, les loyers, etc. Au-delà de ça, je regardais mes enfants grandir et l'environnement dans lequel ils avaient grandi. C'est-à-dire, ça m'a beaucoup intéressé d'essayer d'imaginer le monde après moi, dans lequel eux vivraient. Et c'était un peu les premiers... Enfin, pas les premiers, mais on commençait à parler de développement durable, DD, là, c'était d'environnement, etc. Et ces sujets, finalement, quand je les creusais, m'intéressaient beaucoup, pour les raisons que je viens de te donner. Et je me suis mis à devenir organisateur de grands congrès nationaux sur toutes les problématiques de l'environnement que je croisais. L'eau, l'air, l'effet de serre, les déchets, j'insiste là-dessus. Et j'organisais à l'époque ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les assises nationales des déchets, par exemple, qui étaient principalement réservées aux techniciens, aux cadres et aux élus territoriaux. C'est-à-dire, c'était des manifestations faites pour les collectivités locales sur ces sujets-là. Donc là, on est toujours courant des années 2000. Pardon ? On est toujours courant des années 2000. On est courant des années 2000 et ça m'a passionné d'être organisateur de congrès. Pourquoi ? Parce qu'il fallait synthétiser en 20 conférences ce qui s'était passé sur, par exemple, les déchets en France, en Europe et dans le monde. Donc c'était un poste d'observation, un peu comme le rédacteur en chef d'une revue qui serait spécialisée sur ces sujets, où finalement chaque ligne de sujet était très technique, mais la vision globale qui permettait de les voir tous ensemble était diffusée dans ces congrès.
Ça s'est quand même terminé. Alors c'est aussi pour ça que moi j'ai très rapidement compris tout l'intérêt de créer des structures à impact. C'est ce que je voulais dire. Et que j'ai pris les deux d'un coup. J'ai envie de dire impact social en montant plutôt des entreprises, pas des associations, des choses comme ça. Enfin, j'ai monté aussi des associations, mais des entreprises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc avec la mission de remettre à l'emploi des gens qui en étaient très éloignés pour une raison ou pour une autre, sur des thématiques et des projets d'environnement. C'est comme ça que j'ai créé une nouvelle attitude, en fait, en collectant du papier de bureau et en étant une entreprise d'insertion. Devenu filiale du groupe La Poste. Et finalement, ce voyage se termine en 2015, où on a quand même pris le contrat de gérer les déchets de la COP 21. Ça, c'était quand même, j'étais fier, parce qu'on arrivait finalement c'était au Bourget, mais c'était l'ONU qui gérait ça. Et donc, enfin, je dis toujours, j'avais une trentaine de personnels en insertion qui m'aidaient. On était tout au bout des pistes, un peu dehors, parce que les déchets, on les cache toujours à la vue et à l'odeur, tu le sais bien. Mais par contre, on était sur la piste où tous les présidents qui arrivaient en avion passaient, mais à 20 mètres de nous. Donc, à chaque fois qu'on voyait un avion, par exemple, je disais à mes gars, mettez-vous tous au garde à vous, on salue, et on était les premiers à saluer tous les présidents. Donc, comme quoi, le déchet peut avoir aussi des choses intéressantes à gérer. Et c'est finalement dans cette logique-là que je m'inscris depuis un moment. J'essaie d'abord de garder un impact social fort en étant toujours une structure avec un label type ESS, bateau, c'est par exemple ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui oblige à avoir une gouvernance. Vraiment, et la gouvernance dans les modèles circulaires, elle est vraiment importante. Des échelles de salaire qui seraient quand même bateau, je vais te le dire, parce que faut être assez cohérent aussi. Il y avait 400 € de différence entre le plus petit et le plus gros salaire dans l'entreprise. 400 €. Ah, quoi. Surtout sur une entreprise avec peu d'années au compteur. Enfin, il y avait relativement peu d'années au compteur aussi. Donc... Oui, il y avait peu d'années au compteur, etc. Et puis sur des modèles environnementaux qui ont été, en tout cas pour moi, beaucoup liés aux déchets, parce que les déchets, on n'a qu'à se baisser pour les ramasser et créer son modèle économique autonome en revendant les déchets qui ont de la valeur. Avec tout ce qu'on trouve dans nos rues aujourd'hui, il y a encore la grève là. Quand je suis venu te voir, je me suis dit mais pourquoi la ville de Nantes ne dit pas aux migrants, aux gens de la rue, etc. Ramenez-moi des bouteilles de plastique, ramenez-moi des papiers, ramenez-moi des cartons, je vous les paye au cul du camion. On pourrait faire ça. Parce que, je sais pas quoi, une tonne de plastique en bouteille, ça se vend 700 € la tonne. Le papier blanc, ça se vend 200, 300 € la tonne maintenant. Toutes ces matières ont une valeur forte et on en parle toujours comme un déchet, quoi. Oui, et on pourrait vider les poubelles, là, parce que en grande majorité, je suis sûr qu'il y a beaucoup de recyclables dans ce qu'on voit en tas dans nos rues et qu'on brûle pour les manifestations aujourd'hui, ce qui est dommage, parce qu'on brûle aussi des choses qui ont de la valeur. Il y a plein de pays en Europe, où la canette en acier ou en aluminium est consignée 15 centimes, et c'est pas des grands professionnels qui les ramassent, mais c'est des gens qui ont besoin d'un peu d'argent. Donc il y a beaucoup de pays qui ont déjà mis en place ces genres de choses, et nous on l'a pas fait. Traditionnellement, tu sais bien qu'on a des grands groupes dans les déchets et que c'est toujours difficile de négocier des choses avec eux qui leur prennent des parts de marché. Bien sûr. Ouais. Et j'aimerais quand même, alors on va quitter un peu le sujet des déchets actuellement, mais tu as dit, bah voilà, le Covid est arrivé, mais qu'est-ce que vous avez finalement mis en place, comment vous avez réagi, sachant que vous aviez des commandes, mais d'un coup d'un seul, ces commandes disparaissent, étant donné que il y a plus de tourisme, il y a plus de possibilités de sortir de son département, etc., etc. Enfin, en tout cas, par rapport aux vacances, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, pendant quelques mois, qu'est-ce que vous avez fait pour justement réagir, sachant qu'en plus, si je me souviens bien, vous aviez levé des fonds. C'est exactement ce que j'allais te dire. Juste avant. D'abord, on a été chercher un peu l'argent. Donc ça, c'était avant le Covid, on savait pas qu'il allait... Non, c'était... Enfin oui, c'était... ça sentait déjà... Enfin, on en parlait, et puis ça s'est déclenché pratiquement au même moment, puisque j'ai reçu l'investissement qu'on a été chercher, je crois, 2 mois après le Covid, après la... Et effectivement, on a été chercher de l'argent, on a été voir des investisseurs,
les plus gros. On a été voir le Amundi, qui est un fonds d'investissement du Crédit Agricole, mais on a été voir celui qui est supposé financer des structures à impact, justement, qui cherchait plutôt des investissements avec des tickets de l'ordre de 2 millions d'euros. Nous, on n'avait pas du tout besoin de 2 millions d'euros. On a été chercher 300 000 euros, pour être précis. Et ça a posé un problème parce que c'était trop petit. Toujours pareil, on en revient un peu à ça, quoi. Et on a réussi à négocier avec Amundi ce sujet, et ça nous a permis, en tout cas en termes de trésorerie, de pouvoir attendre un peu, ce qui a été vraiment très bienvenu. Parallèlement à ça, on a apporté, plutôt qu'un chiffre d'affaires révolutionnaire au groupe Amundi en retour sur son investissement, on a apporté plein d'autres choses. On leur a rapporté le prix national de l'économie sociale et solidaire, par exemple, pour notre action, etc. Donc c'est assez drôle aussi de voir que finalement, dans une relation avec un investisseur, et notamment des gros investisseurs comme ça, on peut leur amener beaucoup d'images, beaucoup de choses qui quelque part les intéressent. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est toujours difficile de bien organiser une production quand on n'a pas vraiment de commandes. Bien sûr. Oui. Parce que un jour on est fatigué, on travaille moins, etc. On n'est pas dans le rythme qu'on devrait avoir. Mais ça nous a permis derrière de nous recentrer sur comment encore mieux améliorer notre production, c'est-à-dire comment faire de ces bateaux des habitats sur terre ferme confortables. Et il y a un sujet. Alors d'abord, tu citais tout à l'heure qu'il nous fallait 450 heures pour refaire un bateau. On voulait aussi simplifier nos logiques de production. Oui, tout à fait. On avait tendance à décloisonner beaucoup les bateaux à l'intérieur. On n'avait plus besoin de soute à voile, on n'avait plus besoin de ce genre de choses. Et donc après, on se retrouvait avec un bateau loftisé, j'ai envie, une espèce de coque vide à l'intérieur. Et on cherchait un enduit pour nous amener une isolation phonique et une isolation thermique. Parce que le polyester sous le soleil, ça chauffe. Alors quand le bateau est dans l'eau, ça refroidit un peu plus. Quand il est pas dans l'eau, il fallait trouver des solutions. Et puis quelque chose qu'on puisse facilement posé, j'ai envie de dire, dans des espaces exigus où il y a des trous, des bosses, des choses qui dépassent, etc. Et du coup, ça nous a permis d'inventer un enduit à base de liège au départ, pardon, qui est un enduit qu'on voulait projeter à l'intérieur du bateau. Et on est parti on a cherché un enduit à liège projeté. On en a trouvé au Portugal, puisque le Portugal c'est le leader mondial de la fabrication de choses en liège. Il y a beaucoup d'endroits pour extraire du liège, sur les chaînes. Voilà. Alors on a fait venir un pot, qui sont des pots de 12 litres en milieu aqueux, comme on dit. Et puis on l'a projeté à l'intérieur d'un premier bateau. Et on a trouvé que ça sentait extrêmement mauvais. Oui. Alors oui, c'était pas mal, mais ça sentait vraiment mauvais, quoi. C'est quand même un problème. Oui. On l'a fait analyser. Dans cet endroit-là. Oui, surtout à cet endroit-là, et surtout quand on est 6 dans un bateau à dormir un jour d'été. Et du coup, on l'a fait analyser, ce liège, par un chimiste, et qui nous a dit que finalement, d'abord parce que c'était livré en milieu aqueux et que c'était un enduit plutôt extérieur de maison qu'on projetait sur les murs à l'extérieur d'une maison, il était blindé de biocides et de fongicides. Donc, pas du tout adapté à ce qu'on cherchait nous, puisque nous, on cherchait quelque chose en ambiance intérieure. Bien sûr. On a cherché un enduit projeté en ambiance intérieure, on l'a pas trouvé. Et du coup, on a décidé de fabriquer le nôtre. Faire fabriquer. On s'est intéressé aux logiques de proximité, où est-ce qu'on trouve du liège à proximité, plutôt que d'aller chercher même au Portugal. Et on s'est rapproché de fabricants de bouchons de liège dans la forêt des Landes. Et quand ils fabriquent les bouchons, il y a de la chute. Bien sûr. Il n'y a plus qu'à granuler cette chute finalement à ce qui nous intéresse, comme épaisseur, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a tâtonné un petit peu comme tout le monde, hein, et puis on a sorti notre premier sac de liège en poudre, pas en milieu aqueux, c'est-à-dire avec un mélange qui est la colle. La colle, c'est une dizaine de produits, mais tous biosourcés. Et puis on était très contents. Alors là, on était contents parce que c'est beau, ça sent presque un peu le bois. Enfin, on trouvait que c'était vraiment. Et puis ça a un vrai impact sonore et d'isolation à l'intérieur du bateau. Et puis
Bon an, mal an, on était content de ça, mais je dirais le Covid qui nous a pas obligés à produire autant, nous a donné du temps pour faire ça. Et puis on a eu des gens qui sont passés un jour des réaménageurs de vannes. Et durant le Covid, tous ceux qui étaient restés enfermés dans des petits espaces ou dans des milieux urbains rêvaient d'avoir leur maison mobile qui, si ça recommençait, leur permettait de s'échapper et d'aller vivre autre part, quoi. Parce que ça a été quand même un problème pour beaucoup de gens, ça, l'habitat. Mais à ce moment-là, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui en 2023, mais je sais que j'avais un collègue qui s'était lancé quelques années ou quelques mois avant, et il avait déjà son carnet de commandes qui était bloqué pour les 2 années qui suivaient, quoi. Alors, on rencontre effectivement des aménageurs de vannes qui te vendent l'aménagement 25 000 € quand même, hors prix du camion, hein. Ah ouais, d'accord, ouais. Et qui ont dit, moi je veux bien tester ton truc. Et les premiers qui l'ont testé ont été ravis. D'abord parce que ça leur permettait à l'intérieur d'une camionnette de rentrer dans tous les espaces, le fait que ce liège soit projeté. Et puis d'autre part, ça jouait un autre rôle sur les parois métalliques, qui était ce qu'on appelle le stop paroi froide, rupture de pont thermique. Il n'y a plus d'eau à l'intérieur qui coulait en fonction des différences de température. Et là, je crois qu'on a pris, maintenant, avec le recul, depuis 2 ans, à peu près, 2-3 ans, on a pris à peu près tous les fabricants de vannes, de petites camionnettes. On a même des distributeurs maintenant en Angleterre, en Allemagne, en Australie. En Australie, il n'y a pas de liège. C'est vrai, c'est fou ça. Et donc, c'est assez drôle comme histoire parce que c'est passé comme je viens de te la raconter. Et puis, on a développé aussi... Donc, le Covid, finalement, si on devait faire une petite conclusion, ça vous a forcé à vous diversifier, étant donné que c'était compliqué de vendre le produit initial, et que cette diversification, finalement, elle a donné naissance à une nouvelle entreprise, donc Soliège. Et ça nous a donné le temps aussi, finalement, de réfléchir. Chose qu'on fait moins souvent quand on est dans une chaîne de production où il faut constamment produire. Donc ça a été bénéfique et du coup on a créé une petite structure complémentaire qui s'appelle Soliège et aujourd'hui qui a développé de nouveaux marchés, le liège taloché par exemple en ambiance intérieure. On a attaqué le marché des aménageurs de containers. Pareil sur l'idée de rupture de pont thermique et puis d'harmonisation des choses, etc. Enfin voilà quoi, alors c'est pas le principal enseignement que je tire de l'aventure bateau, mais en tout cas ça vient de là. Donc ça c'est cette possibilité de se diversifier, ça c'est hyper intéressant. Et donc d'ailleurs on passe le bonjour à Romain, ton associé. Romain mon associé avec bateau et puis qui aujourd'hui est le pilote de Soliège et qui développe tout ça très bien. Ok, et donc vous développez Soliège, le Covid finit par s'estomper entre guillemets on va dire. Comment se passe la suite de bateau? Alors le tout s'est fait quand même en 3 ans et demi, je crois 4 ans, donc c'est pas très long. Alors la suite de bateau, le liège nous permettait d'amener des recettes supplémentaires déjà. À un moment où on avait eu du mal à vendre des bateaux. On a quand même livré quelques bateaux après. On s'est attaqué au marché de la salle de réunion d'entreprise. Moi, je comprends pas comment chaque entreprise n'a pas un petit bateau devant son bâtiment, parce que quand on se réunit, quand on fait une réunion comme un équipage dans un bateau, on est dans un cocon où on se sent bien, quoi. Alors on voulait nous en mettre sur les toits terrasses des bâtiments parce qu'en plus on a été entre le ciel, etc. On a fait des choses comme ça, on en a livré. Et puis on a aussi élargi un petit peu la gamme. On a fait des bateaux bars, etc. Des bateaux jeux aussi. Des bateaux jeux, tout à fait. Et puis on s'est dit voilà, après toutes ces années et là où on en est, où on a fait ce qu'on appelle la preuve du concept, où il y avait aussi des accords à finaliser, comme je le disais tout à l'heure, non seulement avec le groupe Beneteau, mais le groupe Beneteau, le patron de Beneteau, il est aussi patron, j'aurais dû le dire tout à l'heure, d'un écosystème en charge de la gestion de fin de vie des bateaux de plaisance. Éco-organisme, tu veux dire. Un éco-organisme, pardon, excuse-moi. Ouais, t'inquiète. Et cet éco-organisme, nous, on tenait à faire valoir d'abord l'ESS dans les schémas de ce nouvel éco-organisme, et puis le réemploi.
puisqu'eux, l'éco-organisme a commencé à monter des centres de destruction partout en France. Bon, ce qui était un point de départ intéressant qu'il fallait faire aussi, parce qu'on va pas gérer tous les bateaux de France, mais on voulait faire valoir ce que représentait le SCS et les réemplois, et qu'on ait un peu une part de bateaux à traiter avec eux. Ça nous paraissait intéressant pour développer les choses. Parallèlement à ça, on avait aussi des demandes de régions à façade maritime qui nous demandaient de créer une entité bateau en Bretagne, en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine, etc. Et on trouvait que c'était parfaitement logique, oui, c'est clair, d'avoir un bâtiment de production de proximité, en pensant que l'échelle pour nous qu'on avait visée à notre démarrage, qui était la région des Pays de la Loire, pouvait être la région Nouvelle-Aquitaine, la région, etc. Et donc on s'est mis aussi à chercher des gens ou des structures ou des partenaires qui pouvaient nous aider à développer tout ça, parce qu'on n'allait pas tout faire tout seul, c'était compliqué, on sortait du coronavirus, on commençait à avoir des commandes qui reprenaient, fallait qu'on ait un bâtiment plus grand pour rationaliser la production, fallait qu'on développe d'autres bâtiments, etc. Et c'est là on a commencé à chercher des repreneurs ou des gens qui allaient vouloir suivre l'aventure qu'on avait initiée 3 ans et demi auparavant. Donc ça, c'était effectivement en plus assumer l'étape de comment dirais-je, de développement, quoi. Toi, effectivement, t'as fait cette preuve de concept avec Romain, et maintenant, effectivement, toi, tu voulais pas forcément aller plus loin, donc comment ça s'est passé, sachant qu'effectivement, ce qui était intéressant, si je me souviens bien, vous aviez des discussions effectivement avec la région Bretagne, Normandie, etc. Donc effectivement, c'est là. En plus, il y a plein de questions. Est-ce que c'est une franchise? Est-ce que c'est des partenariats, etc., etc. Sachant qu'il y a un savoir-faire qui a été créé. Ça, c'est très important parce que c'est pas évident dans la cohérence de systèmes circulaires, d'écosystèmes de partenaires et de copartage de la valeur créée, de toujours être le dominant partout. C'est une question qui nous a beaucoup interpellés, ça. On n'avait pas besoin d'être propriétaire, par exemple, de bateaux Nouvelle-Aquitaine, peut-être. On pouvait trouver d'autres accords et laisser quelqu'un d'autre, finalement. J'ajoute aussi que cette suite des choses, c'est un vrai boulot d'entrepreneur aussi. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut créer la structure, la lancer, puis la colorer, et puis etc. Mais il faut aussi savoir la passer à un moment à d'autres structures avec une espèce de garantie que derrière, ce qu'on a lancé va durer. Bien sûr. Je trouve que ça, c'est moderne de faire ça. Oui, et puis surtout, c'est important en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, peu importe, c'est de se connaître et connaître ses points forts et surtout ce qui nous plaît, ce qui nous anime. Et là, pour le coup, tu avais l'expérience pour te dire, moi, je préfère faire la preuve de concept et ensuite... Comme je l'ai fait avec La Poste. Ouais, complètement. Donc c'est marrant parce que j'ai pu à un moment lancer un concept sur les piliers de l'économie circulaire, quelque part céder l'entreprise à des groupes gigantesques qui avaient donc des moyens colossaux pour assurer le développement et le suivi de ce qu'on avait initié. Moi, j'étais très heureux de ça. Donc justement, donc tu nous as dit effectivement que tu avais vendu bateau avec Romain au groupe SOS. Si je me souviens bien, il y a plusieurs acteurs. Donc voilà. Alors SOS, lui, il a pris 51% du capital. D'accord, ouais. Donc il est majoritaire, c'est le chef. De toute façon, SOS, c'est le chef. Il veut toujours être le chef. C'est un groupe formidable, mais très bizarre aussi, quoi. Mais par contre, ils ont un budget de fonctionnement d'1,5 milliard, comme je le disais tout à l'heure, je crois, qui nous assure qu'en tout cas, ils auront pas de problème pour développer les choses. Oui, et puis ça devait être important pour toi, justement, t'assurer que ce que tu allais, enfin, ton bébé à transmettre. Voilà, moi, j'étais très heureux de ça. J'avais fait ma part, je passais la main. C'est aussi ça, quelque part, je dirais, les concepts de l'économie circulaire, en allant bien chercher, amènent aussi ce genre de choses. Faut savoir passer les choses. La deuxième structure qui a pris du capital, c'est une structure qui s'appelle Darwin à Bordeaux, qui est un spécialiste des tiers-lieux. Et lui, il a pris 20% du capital pour développer la Nouvelle-Aquitaine et le Sud, plus généralement. Et puis en plus, lui, c'est ce que c'est qu'un tiers-lieu au sens noble du terme, donc ça l'intéressait pour plein de raisons, y compris pour ses propres besoins. La troisième, c'est Damien Grimont, de Vannes. Damien Grimont, c'est lui qui avait lancé, c'était The Race ou The Bridge, qui était le Queen's Mary qui faisait une course avec 3 trimarans. Pour traverser l'Atlantique, et le Queen's Mary était rempli de chefs d'entreprise, notamment de la région des Pays de la Loire,
et ça avait fait, du bruit à l'époque. Entre Saint-Nazaire et New York. Voilà, où il a réussi à faire revenir le Queen's Mary à Saint-Nazaire, ce qui avait été un exploit, parce que je sais plus si tu te souviens de ça, mais le jour où il avait été fini, les familles étaient venues le visiter, une passerelle était tombée, il y avait eu des gens morts. Et donc à Saint-Nazaire, on voulait plus voir le Queen's Mary. Enfin, il a réussi ça. Et lui, c'était l'idée de développer le Grand Ouest, c'est-à-dire Bretagne, Normandie. Et puis le dernier, c'est l'investisseur qui est resté dans la structure avec ces grands groupes. Et donc maintenant, ils ont cette nouvelle construction de bateaux, je dirais, donne un élan, des moyens, des savoir-faire, des compétences complémentaires qui sont intéressantes. Ok, excellent. Et justement, ça c'était finalement ta dernière véritable expérience entrepreneuriale, dans le sens où arrête-moi si je dis des bêtises, mais je suis un Shibani. Non, loin de là. Mais si, je suis un Shibani. Tu finis par prendre ta retraite, mine de rien, parce que t'es moins actif au quotidien pour Soliège. Alors justement, étant donné toutes tes expériences, moi j'ai une question vraiment importante, c'est finalement quels sont tes principaux enseignements, quels sont vraiment les meilleurs conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur aujourd'hui, parce que t'as fait toutes ces expériences, notamment dans l'ESS, dans l'économie circulaire. Et donc voilà, l'idée c'est quand même que tu puisses aussi transmettre tes meilleurs enseignements. Alors là, si je globalise, il faut que je globalise ou que je rentre dans les petits détails, parce qu'il y a plein de manières de te répondre. Il y a plein de manières de répondre, mais prends celle qui te semble la plus intéressante, la plus facile et la plus, j'ai envie de dire, la plus pratique pour ceux qui nous écoutent. Alors déjà, moi je te disais au début que j'ai toujours créé mes entreprises. Ouais. Je fais partie des 41% de Français créateurs d'entreprises qui n'ont pas de diplôme. Et parce qu'on n'a pas de diplôme quand on est plus jeune, on se dit j'ai pas trouvé forcément un boulot à la hauteur de ce qui m'intéresse, donc j'ai autant créé. Donc j'ai créé des entreprises, j'en ai créé en France, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, aux États-Unis, au Canada, des petites et toujours sur mes fonds propres, qui n'ont jamais été gigantesques. Surtout au départ. Par définition. Et j'en ai jamais planté une, quand même. Sur la vingtaine. Heureusement que j'ai trouvé des investisseurs pour repris bateau, parce que ça aurait été trop dommage. Mais enfin, déjà, quand même, ça fait quelque chose. Et c'est intéressant de le lire comme ça. Ça m'a amené, et c'est peut-être par là que je peux te donner une réponse, c'est que un responsable, enfin quelqu'un qui crée son entreprise, finalement, il est autonome. Et pour moi, l'autonomie, y compris dans la vie professionnelle, est un des grands concepts qui t'amène des moments de joie. J'ai envie de le dire comme ça. Ton autonomie personnelle, finalement, donc ça veut dire ta capacité à décider de ce que tu as envie de faire, et de comment tu vas le faire, et comme je le disais tout à l'heure, la couleur que tu vas donner aux choses que tu as entre les mains, et quelque chose qui, je crois, est formidablement intéressant, enfin moi qui m'a passionné et qui m'a amené des nombreux moments de joie, y compris celui de me retrouver devant toi aujourd'hui et d'avoir écrit la préface de ton premier livre. Bah si, c'est vrai. C'est la seule, je t'ai dit tout à l'heure, que j'avais fait. Donc ça m'amène des petits moments, des petits, des grands, des moyens. Bien sûr. La deuxième chose, c'est que quand on est un créateur d'entreprise, il me semble que il faut rester sur quelque chose qui nous vient de loin, qui nous vient de notre jeunesse, mais c'est ce que j'appelle notre capacité d'émerveillement. En ce moment, par exemple, tu as dit avec justesse que j'avais passé les 60 ans. Donc je passe les 60 ans. Bah si, mais c'est vachement important parce que quand j'étais dans les pays arabes, par exemple, quand tu passes les 60 ans, tu deviens Shibani. Un Shibani, on te doit juste le respect parce que tu as déjà fait 60 années, ce qui est plutôt pas mal. Tu n'as plus d'enjeux, notamment professionnels, dans ta carrière, et tu rentres dans une phase où tu vas essayer de transmettre ce que tu as compris de la vie. Ouais. Et je pense que c'est ça les conditions dans lesquelles tu vieillis bien, par exemple. Hein, tu vois, c'est... Donc finalement, la création d'entreprise et ce système que j'ai toujours utilisé m'amène aujourd'hui une manière de transmettre
qui est assez intéressante, et j'y suis assez impliqué en ce moment, transmettre à des jeunes entrepreneurs, ce que j'en ai compris. Alors, au début, il y a des organisations qui me demandent, ça te dirait de venir aider des jeunes entrepreneurs, mais ils peuvent être vieux aussi dans l'âge, Bien sûr, oui. Tout. Et je leur dis, faut voir si je suis capable de le faire, etc. Et puis, ils me demandent de participer à un jury de sélection de projets. Donc, il y avait une quinzaine de porteurs de projets, on était 6 jurys, membres du jury. Et dans les membres du jury, alors tu avais des compétences, mais tu avais par exemple un expert comptable, tu avais le patron de la banque locale, tu avais un ancien directeur financier d'un grand groupe, etc. Bref, il y en a aucun qui avait jamais monté sa boîte. Ils savaient ce que c'était qu'une entreprise. Non mais tu vois, avec respect. Mais plus d'un point de vue gestionnaire finalement. Voilà. Et donc quand je me suis retrouvé au milieu d'eux, avec les candidats en face, les questions, le rapport, etc., n'avaient rien à voir avec, pourriez-vous me dire votre coefficient multiplicateur de machin, etc. Donc c'est assez intéressant. Et j'avoue que j'ai grand plaisir aujourd'hui à mentorer, comme ils disent, des jeunes entrepreneurs. Et je le fais, et c'est presque un retour en arrière ou une conclusion plutôt dans ma vie. Je le fais en ce moment beaucoup pour une association qui s'appelle Singa à Nantes, qui est une association d'accueil de personnes qui arrivent chez nous de tous les coins du monde, et je les sensibilise à entreprendre, à créer leur business ou leur projet en tout cas. Alors ça c'est passionnant. J'y étais encore il y a 3 jours. Il y avait une trentaine de personnes. Il y en a qui venaient de Somalie, d'Érythrée, du Pakistan, du Japon. Enfin c'est incroyable quoi. Et on leur propose un cycle dans lequel il y a d'abord une sensibilisation à tout ça, dont je m'occupe en ce moment, et puis ensuite, après, une incubation, etc., et c'est comment te dire, je retrouve les systèmes que j'ai connus quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je suis parti en Afrique, j'ai découvert des systèmes formidablement intéressants. J'ai peut-être pas prendre trop le temps de le raconter, mais par exemple, les vendeurs et les vendeuses à plateau. J'ai rencontré une Mama Benz à un moment. Je me suis retrouvé à cheval entre l'Afrique et le Maghreb. Et je vais au Maghreb, je vais au Maroc. Et au Maroc, je leur dis que j'arrive d'Afrique de l'Ouest. Ils me disent nous on pêche des sardines parce que c'est un grand port sardinier. Et puis je sais pas ce qui se passe. Nos ventes baissent là-bas. Si jamais tu retournes en Afrique, on peut te confier une mission. Je dis d'accord, je prends la mission, je retourne en Afrique et je vais voir les acheteurs et les acheteuses en Afrique, qu'on appelle souvent les Mama Benz parce qu'elles roulent en Mercedes et parce que les femmes africaines vraiment tiennent tout le commerce. Okay. Sauf les commerces tenus par nos frères libanais qui sont imbattables sur tout ce qui est électronique et tout, mais toute la bouffe, l'habillement, tous ces trucs-là. Et donc c'est elles qui sont riches, et quand un chef d'État a besoin de recevoir une délégation et qu'il lui manque une bagnole, il appelle les Mama Benz pour qu'elle prête sa Mercedes. Je vais sur un marché à Ouagadougou. Les années 90, c'est quoi? C'était c'est toujours assez vrai, parce que je les retrouve aujourd'hui ici, tu vois, et on leur parle des systèmes. Et j'ai rencontré, par exemple, des Mama Benz qui avaient, dans des marchés couverts de grandes toiles de plastoc, quoi, en fait, comme ça, pas plus compliqué que ça, 5000 vendeurs et vendeuses à plateau. C'est-à-dire, ils avaient presque la puissance de vente d'un Leclerc sans l'infrastructure. Formidable. Alors là, on pourra en parler, tu vois. Puis après, tu as tous les systèmes de tantines, tu sais, propres à ces pays-là, où il y a une aide souvent entre tous, entre la communauté qui est beaucoup plus forte qu'on a chez nous, où on est devenu quand même assez individuel. Et la tantine, c'est, je sais pas, nous à un moment, avec Nouvelle Attitude, on collectait aussi les vêtements, on en faisait un ballot d'1 mètre cube, on l'envoyait à une jeune femme dans un pays d'Afrique. Quand elle avait vendu ça, elle finançait un deuxième ballot pour une autre personne d'Afrique qui allait faire la même chose, etc., etc. Donc je trouve que dans des sortes de parrainage, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, mais avec d'abord quelque part de quoi gagner ta vie et un engagement en contrepartie, c'est-à-dire, je te donne un ballot, mais vends-le. Et si tu le vends, je vais en prendre un petit bout pour acheter un ballot, pour refaire un ballot et le donner à une autre qui va pouvoir aussi créer son business. Donc, ces systèmes-là me passionnent et je trouve quelque part que c'est assez moderne. Quand je parle
alors on est très bloqué nous par tous les systèmes de normes, d'autorisation, etc. Et je milite en ce moment, par exemple avec Singa, sur tous les systèmes qui peuvent mutualiser les moyens. Il y a beaucoup de gens qui sont très forts sur des milieux comme la pâtisserie, des tailleurs, plein de petits métiers finalement dont on a besoin, dont on ne sait pas quoi faire, et qui se heurtent à des problèmes très simples à résoudre si on a la volonté de le faire ensemble. Et du coup, pareil, de créer un écosystème de partenaires cohérents qui s'enrichit l'un l'autre, où les partenaires s'enrichissent les uns les autres. Ok. Et donc, si on en revient à ces fameux enseignements, qu'est-ce que tu en ressors de ce système-là ? Qu'est-ce que je sors de ces systèmes-là ? Bah, en fait, là, de souvenir, arrête-moi si je dis des bêtises, mais j'ai pas l'impression finalement que tu nous as donné enfin si, il y avait le premier renseignement qui était assez clair, qui était sur l'autonomie, chercher l'autonomie parce que c'était enrichissant et surtout ça permet beaucoup de choses. Et puis il y avait aussi garder cette capacité d'émerveillement. Et après, je t'avoue que je n'arriverai pas à le synthétiser. Alors, en conclusion, et en reprenant en partie ce que j'ai dit, je sais pas pourquoi, et ne me demande pas pourquoi, depuis que ma fille est toute petite, je lui dis, tu verras, quand tu te marieras un jour, je te ferai un discours sur le bonheur. Le bonheur. Et à quelques jours de son mariage, je faisais pas le fier, parce que bon, j'avais des trucs à dire, mais honnêtement, c'était... T'en menais pas large, quoi. Et je suis tombé sur un auteur que je recommande, qui s'appelle Robert Misrahi. Mm-hmm. Robert Misrahi, c'est un vieil érudit. Quand il raconte sa vie, il dit « Je suis rentré à l'école communale et une des premières phrases qu'on m'a jetées pour faire une dictée, c'était une phrase de Sartre. » Il dit « J'étais bouleversé. J'en étais bouleversé. » Puis il dit 2 ans après, toujours à l'école communale, pareil, on m'envoie une phrase de Spinoza et j'étais bouleversé. Et Spinoza et Sartre ont beaucoup travaillé sur la notion du bonheur. Et donc lui, il a passé sa vie à faire ça. Très érudit, CNRS, etc. Et il en tire un peu des choses que je t'ai déjà dit. C'est-à-dire, il dit, d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est chacun d'entre nous est un centre. Tu es un centre, j'en suis un. Tout le monde est un centre. Voilà, une personne à part entière et recherche son propre bonheur, finalement. Bien sûr, oui. Ça, c'est le point de départ. C'est vrai que c'est important de le dire parce que finalement, ça paraît basique comme ça, mais c'est important. Et il disait, ça c'est la première chose qu'il dit. La deuxième chose qu'il dit, j'en ai parlé. Il dit, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est ta capacité à vivre des moments de joie. Tout simplement. En synthèse, des petits, des moyens, des grands, etc. Moi j'aime bien ça me parle, quoi. C'est simple à comprendre et c'est vrai qu'un moment de joie t'amène du bonheur. Et c'est accessible pour tout le monde. C'est accessible pour tout le monde. Et il dit, il y a 3 grands concepts qui t'amènent des moments de joie. Le premier, c'est ton autonomie personnelle, justement. Celle dont on parlait, tu vois. Et bon, j'ai essayé de dire que depuis toujours, j'ai essayé d'être autonome, pas tout le temps, mais en tout cas, c'est... Et ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Le deuxième, c'est ta capacité d'émerveillement. Je l'ai déjà cité. Et ça me parle beaucoup. Ouais. Tu l'as appliqué, en plus. Oui. Et puis, si tu veux, c'est par mes émerveillements que j'ai eu envie de créer mes entreprises. Ça, c'est pas mal aussi. Tu vois, le bateau, par exemple, j'adore le bateau. Me retrouver, pourquoi j'en suis venu à récupérer des vieux bateaux en fin de vie, etc. Parce que je suis émerveillé par le secteur du bateau d'une part, et puis du coup que ça m'a donné des idées pour en faire quelque chose dans ce que j'avais fait, les déchets, les machins, etc. Ce qu'on a déjà parlé. Ça permettait de faire le lien avec tes vacances estivales de quand t'étais petit, j'imagine. Voilà. Et ensuite, le troisième et le dernier pilier, concept qui t'amène des moments de joie, c'est ta capacité à partager ton autonomie personnelle et ta capacité d'émerveillement avec des gens qui sont des centres, mais que tu aimes, mais pas au sens marié, sexuel, que tu aimes parce que c'est des gens, quand tu vas les côtoyer, qui vont amener quelque chose à ta recherche du bonheur et que toi, tu vas amener aussi à l'autre pour son propre bonheur. Donc, c'est un moment de rencontre et il y a plein de formes d'amour. Quelque part, je pourrais conclure en disant que je suis un peu amoureux de toi. Non pas. Mais parce que c'est ce qu'on a fait, on s'est enrichi mutuellement, tu vois. On n'a jamais eu d'enjeu au départ en se disant « Bonjour, monsieur Brieux, j'ai une capacité d'émerveillement, etc. » Mais par contre, ça s'est fait. Donc, je crois beaucoup à ça, en tout cas, pour les petits, les jeunes entrepreneurs, ceux qui démarrent leurs entreprises,
Je trouve que c'est un bon conseil. Je me suis aussi aperçu avec Bateau quand même qu'on avait énormément de jeunes aujourd'hui qui recherchent du sens dans ce qu'ils font. Et quand ils disent ça, ils recherchent un petit peu ces logiques-là, tu vois, aussi d'être heureux dans leur travail, que les entreprises sont souvent effrayantes finalement pour ta recherche de bonheur et ta capacité d'émerveillement. Ouais, va donc dans une multinationale dire chef, j'ai une capacité d'émerveillement formidable, tu sais bien comment ça se passe, etc. Donc je trouve que ces modèles-là aujourd'hui sont des modèles, en tout cas moi, qui m'ont guidé toute ma vie. Voilà. C'est déjà pas mal. Et c'est ce que je dirais à mes petits-enfants, puisque en préparant cet entretien, tu me dis qu'est-ce que tu as envie de dire à tes petits-enfants. Si tu fais les questions aussi, vas-y. Non, excuse-moi, pardon. Non, mais justement, ouais, tout à fait. On y vient, même si... Alors, j'avais une autre question, moi, avant celle-ci. C'était surtout, en tant qu'entrepreneur, finalement, comment tu prenais... comment tu prends, tout simplement, ou quels sont les critères que tu vas considérer dans ta prise de décision? Quels sont les éléments vraiment les plus importants, quoi? Avec ce que je t'ai dit, j'ai un terrain qui est très ouvert sur la co-création et le co-partage de la valeur créée. Je vais pas m'accrocher toute la journée à, je sais pas quoi, 1000 balles de plus par là, ou comme on le disait tout à l'heure, une plateforme où il faut absolument que je sois propriétaire. Je peux trouver d'autres accords. Je me souviens, il y avait un gars là qui construisait dans le Nord, j'avais vu ça il y a 25 ans, il construisait des HLM chers. Il disait, moi je construis des HLM chers dans la région du Nord, parce que dans le Nord ils ont inventé beaucoup de choses formidablement intéressantes, y compris en économie circulaire, les réseaux des ressourceries, tous ces trucs-là, c'est là-bas. Et il disait, je construis de l'habitat social cher. D'abord parce que il disait, ça sert à rien d'avoir un habitat qui consomme beaucoup. Alors t'as un loyer modéré, mais t'as une consommation d'eau, d'énergie, etc. qui est forte. Donc moi, je construis des habitats hyper bien faits en termes d'isolation, d'orientation en fonction du soleil, de baies vitrées, des matériaux que j'utilise. Donc c'est un peu cher. Mais par contre, je garantis pour une famille et un enfant un loyer de 250 € par mois. Ouais. Il ne s'occupe pas que de la construction, mais aussi de l'utilisation, quoi. Voilà. Et du client, quelque part, final. Hein. Et il disait, et ça m'avait marqué parce que c'était dans ma jeunesse quand même, et il disait, il y a plein de gens qui sont venus me voir de partout, en me disant, ouais, super ce que vous faites, comment je peux faire ça, comment on peut s'associer pour faire ça. Sa première réponse, ça avait été de dire, mais moi j'en ai rien à foutre d'aller faire ça dans une autre région. Dans mon territoire, je suis bien. 350 personnes en parcours d'insertion, hein, quand même, hein, et donc j'ai mon action sociale, j'ai mon action environnementale et ça me suffit bien. Et plutôt que d'essayer d'être toujours propriétaire des suites ou des développements dans d'autres régions de ces concepts, ils ont imaginé une manière de mieux acheter ensemble, une manière de s'échanger de la formation, une manière de... afin que chacun puisse bénéficier d'un espèce de tour de France, je dirais, de compétences, de vision, de problèmes nouveaux aussi. On n'a pas les mêmes problèmes au nord et au sud, pas les mêmes isolations, etc. Pour créer un espèce de consortium, en fait, finalement, un modèle circulaire, quelque part. Hein, avec une vraie collaboration, une vraie autonomie de chacun des membres, mais aussi une vraie acceptation de ce système de co-création de valeur et une vraie valeur partagée de tout ça. Ça m'a toujours beaucoup éclairé, je trouve que c'est d'une grande modernité aujourd'hui. Ouais, et ça enrichit tout le monde. Oui, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a pas encore évoqué, mais sur Bateau, tu as travaillé aussi avec des universitaires sur tout ce qui est triple comptabilité. Ah, alors ça... Bien évidemment, excuse-moi, je l'ai pas dit. Tout à l'heure, je disais que c'était toujours difficile pour une petite structure de bien travailler avec des gros. Bien sûr. Et notamment parce que c'est très difficile de comprendre entre le greenwashing, entre la communication. Là, en ce moment, tu as vu, il y a encore des débats là qui sortent sur... ça va aussi, ceux qui communiquent tout le temps sur le bio, le green, le machin, le truc. On n'y comprend plus rien maintenant. Tout est bio. Enfin, c'est un truc pour des vieux comme moi où on se dit, bah ouais... et donc, on a besoin d'un outil, quelque part, qui permet réellement de labelliser ton entreprise par rapport à ses valeurs, notamment celles que j'ai indiquées. Alors, je peux dire ESS, mais ça touche le social.
Je peux dire déchets, mais là on comprend pas les logiques environnement, rien le poids dedans, on met tout, on met le recyclage, etc. Et je me suis intéressé, alors ça c'est quand j'étais organisateur des Assises nationales des déchets. Je faisais aussi beaucoup de voyages d'études où j'emmenais des élus, des cadres territoriaux, voir des territoires remarquables. Alors j'ai été par exemple aux États-Unis, rencontrer les étudiants de Berkeley, qui à l'époque se battaient contre un projet de 300 incinérateurs aux États-Unis, et contrairement parfois, comme chez nous, à essayer de taper, gueuler pour pas que ça arrive, eux ils essayaient de comprendre tout ce qu'ils pouvaient faire avec des déchets autres que de les brûler dans un incinérateur. Donc c'était passionnant. Et donc aujourd'hui, par exemple, tu vois, ça fait quoi? C'était dans les années, je sais pas, 2000 ou 2000, je sais plus combien, mais enfin, c'était il y a 25 ans, quoi. Quand t'arrivais là-bas, ils avaient structuré des plans d'action sur 15 ans où ils prenaient tous les déchets d'un territoire. Les déchets des entreprises, les déchets de l'agriculture, les déchets de la construction, les déchets des ménages. Et ils se disaient, on va les réduire à zéro en 15 ans. Donc, ils se donnaient 15 ans pour réduire à zéro ces déchets, tout en sachant que ce serait impossible à le faire. Mais c'était un marketing formidablement créateur de dynamique. Parce que quand tu dis on va vers le zéro déchet en 15 ans, ça suscite des initiatives auxquelles personne n'aurait pensé, comme une collectivité locale. Nous, ça s'appelle un plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Ça emmène personne dans l'histoire. Non mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Donc il y avait un marketing. Ensuite, je suis allé en Nouvelle-Zélande, par exemple. En Nouvelle-Zélande, qui est une île du bout du monde et qui produit des déchets et qui n'a pas d'unité de traitement forcément pour le faire. Donc, qui a mis en place qui était le premier pays au monde à mettre en place une politique zéro déchet nationale. Et puis, je suis arrivé à Nantes, pour lancer bateau, où j'ai vu le zéro déchet nantais. On en est encore à dire comment on peut réduire de 15 kilos les déchets d'une famille. Mais c'est pas ça, le zéro déchet. C'est une vision bien plus globale et bien plus structurée. Et bien plus intéressante, et bien plus économique. À l'époque de Berkeley, avec les élus qui étaient là, j'avais même des députés, je me souviens, dans ce groupe de voyage, on avait participé à faire du lobby auprès de Nike, le fabricant de chaussures de sport, parce que les Américains disaient, Nike, t'es gentil, mais tes baskets, elles ont des durées de vie relativement limitées, souvent moins d'un an, quand on fait du sport, etc. On en trouve partout dans nos poubelles. Qu'est-ce que tu fais? Et puis prêt à foutre les médias dessus, etc. Donc Nike a dit, vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Faites-moi un tas de 5000 paires de baskets et puis on viendra les chercher et on va étudier ce qu'on va pouvoir en faire. De toute marque. On a fait le tas en 2 jours de 5000 paires de baskets. Donc ils sont venus les chercher et ça a été passionnant. Ça a duré 1 an et demi derrière, mais ils ont décidé de couper les baskets en 3 dans le sens de la longueur. Alors avec le premier plastique, ils ont imaginé faire du quick pour les terrains en quick, avec l'intermédiaire ou le coton du haut, des espèces de mélanges pour mettre sous les terrains de basket, sous les parquets de basket par exemple, etc. Et donc ils ont trouvé une économie forte en s'intéressant à ça, par rapport au départ à une problématique de gestion des déchets. Les bateaux comme des ressources. Oui, et les bateaux dont on parle quand même, on a parlé du modèle économique tout à l'heure de bateau, c'est-à-dire on met 450 heures, on vend ça 25 000 euros par exemple, et puis. Mais par contre, celui qui l'achète, il va pouvoir faire un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 000 euros par an en location, par exemple, pendant 10 ans. Donc en fait, on a une économie morcelée, mais qui, quand elle s'additionne, donne la valeur réel de ces systèmes dont on parle. Sans compter en plus tous les impacts négatifs évités par la destruction du bateau. T'oses même pas le faire. Et là, j'en termine, si tu veux, avec ta question. Moi, j'ai été très vite voir des grands savants de l'économie circulaire dans la région des Pays de Loire. J'ai rencontré l'IAE à Nantes, l'université, et j'ai rencontré Jean-Claude Boldrini, qui était un éminent spécialiste qui a beaucoup écrit sur l'économie circulaire, et puis qui était assez passionné finalement par un modèle qui démarrait, qui était simple à comprendre, dans lequel on retrouvait tous les piliers qu'on a évoqués, qui se mélangeaient, le social, l'environnemental et le profit, qui était et donc qui a écrit, je sais plus, 80 pages sur le modèle bateau, alors un peu scientifique, mais moi qui m'inspirait beaucoup. Puis le va-et-vient d'échanges qu'on avait, c'était que lui était un penseur de l'affaire et que moi j'étais un pragmatique qui avait à faire tourner un business. Donc c'est-à-dire que certaines phrases qu'il me donnait, on les prend et tout de suite on les rend opérationnelles. C'était passionnant comme vision.
On a eu aussi, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de jeunes et notamment des têtes bien faites, des étudiants de Centrale, des masters, IAE, Centrale, etc., qui nous appelaient pour venir faire des stages chez nous. Alors déjà en termes d'impact social, on mélangeait des projets communs entre des jeunes centraliens ou centraliennes avec des personnes en insertion et avec des gamins de 14 ans qui suivaient un bac pro composite. Faut y aller quand même pour choisir un bac pro composite à 14 ans. Et on créait des produits ensemble. Mais c'était magique. Et puis ensuite, l'IAE nous a informé a informé Audencia, qui venait de trouver un gros sponsor, qui sont que des grandes marques. Je vais pas les citer pour pas me fâcher, mais ça va de Auré à... C'est toujours les mêmes qui financent ce genre de choses. Et qui s'intéressait enfin à un modèle que j'avais découvert par le zéro déchet aux États-Unis, qui est la comptabilité multicapitaux. C'est-à-dire aujourd'hui, on juge une entreprise sur une ligne, qui est en fin de bilan, perte et profit financiers. Et on sait si on gagne ou on perd de l'argent. Et finalement, le multicapitaux permet d'ajouter 2 autres lignes, perte et profit social. On peut être en faillite sociale, ou on peut être riche en social. On peut ensuite perte et profit environnemental. Ça, plus facile à mesurer. Alors moi, j'étais passionné par ça. J'attendais d'ailleurs de voir avec le groupe d'études, parce que Audencia, qui lançait cette nouvelle chaire multicapitaux, a souhaité que Bateau fasse partie des 3 premières entreprises qu'ils allaient étudier pour se faire les dents, j'ai envie de dire. J'ai été passionné par ça parce que je me disais, c'est enfin un outil de mesure où je vais pouvoir échanger avec un grand groupe, par exemple, du social, de l'environnemental ou de l'argent. Enfin, les 3, quoi. Et ça me permettait d'être aussi beaucoup plus cohérent sur le partage de la valeur. T'as beaucoup d'argent, tu m'en donnes un peu. Moi, en échange, je te donne de l'environnemental, je te donne du social. Et surtout, par exemple, dans l'industrie nautique, il y a un problème de main-d'œuvre aujourd'hui. Et nous, on passait notre vie à démonter, à remonter des bateaux, j'ai envie de dire. Et on avait été voir Beneteau. Là, par contre, on avait été bien reçus par les RH pour co-construire des parcours vers leur métier, avec une garantie de métier derrière. Donc ça, c'est fait. Alors, ce qui m'a fait marrer, quand même, pour que je te le dise, comme je te l'ai dit, c'est L'Oréal, c'est des gros groupes pareils qui financent cette chaire. Pour finalement en bénéficier aussi et devenir des structures à impact avec des labels. Bien sûr. J'attendais beaucoup, moi, le moment où j'allais pouvoir parler avec Audencia et les experts qui étaient là de notre impact social et de comment on allait le mesurer, parce que j'en avais à dire. Ça représentait presque 30% de nos coûts de production qui étaient investis dans le social. On n'avait pas d'aide, je parle d'autonomie financière, je parle pas je suis pas une association subventionnée pour rendre un service que l'État n'est pas capable de rendre. Et là, j'étais très déçu. Parce qu'à la fois, je trouvais que c'était formidable d'avoir un marqueur qui nous permettait de travailler. Par exemple, si jamais toi, tu avais une comptabilité multicapitaux, on aurait bien plus de facilité à créer des projets ensemble et discuter que dans le cas contraire. Et par exemple, tu vois, moi, sur le social, ça a été des espèces de questions basiques. Est-ce que vous payez les gens au-dessus du seuil de pauvreté? Des trucs comme ça. Et là, tu avais tant de points, etc. Je trouve que les petites et moyennes entreprises et qu'une organisation comme Circulab, non mais c'est vrai, je le dis très sérieusement, devrait inventer pour les TPE et les PME son propre système d'organisation multicapitaux. Parce que si vous faites ça, vous allez trouver ce que je viens de te dire, c'est-à-dire une logique d'échange, si tu veux, bien plus riche que juste combien tu me donnes si je te ramène ça, quoi. Ou donne-moi un peu d'argent, allez, sois sympa, je vais mettre ta marque en bas d'un document. Ça serait bien plus riche. Et ça manque. En fait, il faut que les petites et moyennes entreprises s'accaparent ce sujet pour eux-mêmes et n'attendent pas que ce sujet devienne la loi quelque part ou la règle par les gros. Ouais, voilà. Surtout que ça permet des passerelles de discussion, quoi. Comment? Ça permet des meilleures passerelles de discussion, comme tu l'évoquais au début. Brieux, j'avais pas pensé à dire ça, mais maintenant t'as une mission. T'as la mission Circulab multicapitaux. Sache que nous travaillons depuis début 2022, fin 2021 même. Il était temps. Sur le Regenerative Index, mais malheureusement le temps nous manque pour le fignoler. Il y a un prototype fonctionnel qui permet justement d'évaluer le potentiel régénératif des business models. Ça donne une note de 0 à 100. C'est dans la même logique. Mais je t'assure, je n'avais pas du tout pensé à parler de ça avec toi, mais je suis convaincu de ça. Il faut qu'on trouve nos règles du jeu. Parce que c'est pas les mêmes problèmes quand tu as 2000 employés ou quand on a 15. Ouais, bien sûr. Et que, par contre, être capable,
entre celle qu'en a 2000 et toi qu'en a 15, d'échanger des choses qui soient autre chose que toujours les mêmes trucs, le logo, le machin, le truc, donnerait, je crois, un élan et une compréhension, et puis une manière de collaborer ensemble, si tu veux, avec la garantie d'eux. Et il y avait une autre idée, mais ça qu'on n'a pas encore mis en place chez Circulab, mais il faudra le faire à grande échelle, c'est la facture, aussi triple capital. Alors, le multicapitaux part de la facture, part de toutes tes factures, en fait. Bien sûr. Toutes, celles que tu fais, celles que tu payes. Bien sûr. Et que tu notes, que tu notes, tu vois, sur, par exemple, le transport. C'est là où tu commences à noter, c'est sur les factures, finalement. Ça part des factures. Donc, ça, c'est intéressant, tu vois. C'est ça qui est passionnant, je pense, parce que ça permet aussi, quand un acheteur doit comparer là, entre guillemets, des devis, là, ça change tout, parce que le prisme de décision n'est plus du tout le même, et ils prennent conscience de la portée de leur choix aussi. Mais Brieux, vraiment, moi, je te dis, puis en plus, j'ai vu ce système-là se mettre en place par les promoteurs de la politique zéro déchet aux États-Unis, à San Francisco, il y a 25 ans, quoi. Donc il y a probablement des modèles, alors je me suis pas replongé, mais à étudier, qui existent dans les pays qui sont conscients de ça depuis longtemps. Mais je pense que c'est vraiment une avancée majeure. Enfin, je pense que, et Circulab, t'es en plein dedans, quoi. Non, mais sérieux, t'es en plein dedans. Comment je t'ai pas dit ça de façon plus véhémente avant? Non, mais vraiment, parce qu'en fait, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Un outil d'échange réel, tu vois. Et quand on dit co-créer de la valeur, c'est bien, mais on parle souvent que de l'argent, quoi. Tu vois. Tout à fait. Et du coup, ça, c'est plus problématique parce que les échelles peuvent être très différentes, les moments de la vie d'une entreprise aussi. Par contre, la co-création de valeur sociale, environnementale et économique, ensemble, et chacun avec ses cases et ses mesures, est formidablement intéressante. Tout à fait. Et du coup, ça crée une marque commune, du coup, qui n'est pas un label appartenant à toutes les grosses organisations qui ont mis des années à se mettre d'accord là-dessus pour que ça soit pas trop contraignant quand même. Tu sais bien comment ça marche aussi. Mais c'est une innovation majeure. Une innovation majeure. Les 3 lignes dans le bilan. Tout simplement. Ça va, quoi. Ça devrait être facile à organiser, ça. Oui, ça prend 10 Surtout minutes. que toi, tu l'as déjà anglicisé, la regenerative business. Index, pardon. Non, mais c'est vrai, c'est la même logique, c'est cette logique-là. Et sinon, j'ai une autre question. Alors, j'ai 2 autres questions pour toi et on s'arrêtera là après. C'est une question que je repique à un autre podcast, pour être tout à fait honnête. C'est si tu devais te recroiser au début de bateau, est-ce que tu aurais un conseil particulier à te donner au début de cette aventure-là, donc qui a commencé finalement en 2016-2017, donc on est en 2023. Ouais, enfin ça c'est vraiment contre 2018-2019 vraiment. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à te donner, sachant que tu as 4-5 ans de plus depuis, par rapport à cette expérience? Enfin, avec le recul, qu'est-ce que tu te serais dit le jour du lancement? J'ai toujours mon petit moment où quand je passe une entreprise qui m'a pris tellement d'énergie, que je vends pas très cher non plus, faut être cohérent jusqu'au bout. Si c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, t'es pas là pour la vendre des millions sur le dos des gens qui sont venus chez toi. Donc et puis par contre, je la vends à des gens qui vont derrière mettre du pognon pour la développer. C'est encore une autre logique. Enfin, en tout cas, c'est un mix de tout ça, si tu veux. Je me dis toujours merde, je suis con, je serais devenu bien plus riche si je l'avais gardé. Oui, bon. Mais est-ce que tu aurais gardé cette capacité d'émerveillement? Celle de la Poste, tu vois, nouvelle attitude à la Poste. Maintenant, ils font vraiment beaucoup d'argent, surtout que depuis que le papier a augmenté, etc. C'est devenu. Quand je suis parti, on faisait déjà 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et on gérait 100 000 tonnes de papier recyclé avec directement des usines de recyclage de proximité. Aujourd'hui, je crois que la dernière fois que j'ai eu les chiffres, c'était 60 millions, c'était 300 personnes, c'était plein de trucs, quoi. Donc je me dis ça. Mais en fait, je suis un Chibani, comme on le disait tout à l'heure, donc j'ai passé l'âge de me la raconter à moi-même un petit peu. Et je me dis que c'était pas fondamentalement l'argent qui m'intéressait dans tout ça, mais que c'était l'ensemble de ce que dont je t'ai parlé. J'aurais eu des regrets si, par exemple, Nouvelle Attitude avec le coronavirus avait été obligé de déposer un bilan. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de regrets et je vois pas ce que je me serais dit de plus
en me connaissant quand même au fur et à mesure des années Oui. de mieux en mieux, tu vois. Et puis après, il faut tout pour faire un monde, Brieux. Il y a des gens qui sont bien plus forts pour développer et industrialiser. Moi, j'aime bien lancer. Voilà. Lancer, c'est là où je suis le meilleur, donc je me connais, quoi, tu vois. Bien sûr. Et du coup, ce qui est un peu bizarre, c'est la facilité avec lequel tu peux facilement perdre tes réseaux, tu vois, et tout recommencer un peu au début, malgré, tous les 4-5 ans pour moi, tu vois. Ou vraiment, mais tu zappes un univers complet et tu n'en entends plus parler. Donc tu sais bien qu'on se fait pas finalement beaucoup d'amitié dans les réseaux professionnels, beaucoup plus dans les équipes parfois qui créent des choses. Je vois pas très bien ce que je me serais dit de différent. Mais non, mais t'as pas besoin de te dire grand chose. Hein. C'était juste... Il est temps que je m'assagisse. Dis-toi, fais-toi plaisir pour cette dernière. Finalement. Non, mais c'est surtout que j'ai pas fini, parce que finalement, une entreprise c'est un projet. Entre deux projets ou deux entreprises, j'ai toujours eu besoin, moi, de 1 an et demi, 2 ans, tu vois, pour vraiment replonger dans un deuxième, quoi, enfin dans un suivant. Bien sûr, ouais. Donc là, par exemple, j'aborde la période de la retraite. Je commence à trouver le rythme intéressant et à trouver tout ça intéressant. Et des projets... Si tu te laisses pas des moments d'errance et d'observation qui te permettent de prendre quelque chose qui passe. Alors, si je peux te raconter une dernière histoire qui m'a fait beaucoup, qui m'a toujours marqué, c'est quand j'ai démarré Nouvelle Attitude, tu sais, c'était un entrepôt de tri et de gestion de déchets, papier, de recyclage de papier. Un jour, je mets une annonce pour avoir un responsable de production et j'avais le premier centre de production, je l'avais lancé au milieu de la cité de Trappes. Ouais. Et puis, je reçois le CV d'un ingénieur civil des mines. Alors, je suis très étonné parce que je payais que dalle. On était au début. Bon, je le fais venir. Et je lui dis, mais pourquoi tu viens ici? Je paye que dalle et c'est un petit truc. Était ingénieur civil des mines. Et il me répond un truc qui m'a toujours marqué. Que d'ailleurs, je pourrais peut-être, j'ai essayé de le dire à mes enfants. Il me dit, alors voilà, j'adore la problématique du déchet dans toutes ses dimensions. Ça fait 2 ans que je travaille sur ce secteur-là et je vais encore donner 3 ans de ma vie sur ce secteur-là. Donc, j'aimerais bien travailler 3 ans chez toi, parce qu'en plus, vous en êtes au début, etc. Puis après, j'ai rencontré récemment une jeune femme qui travaille à l'Éducation nationale. On est très amoureux. On va faire des bébés. Et donc, au bout de 5 ans, je vais aussi travailler dans l'Éducation nationale avec elle. Et on va commencer à faire grandir nos enfants. Et puis, 5 ans après, on se fera muter sur une île parce qu'on rêve d'aller passer un moment de notre vie sur une plage avec nos enfants et un travail qui nous convient. Et en fait, il venait de me dire que lui, il avait planifié quelque part comment il voulait vivre dans les 5 ans, les 5 suivants et les 5 suivants. Chose qui est très difficile à faire. Mais par contre, je me suis aperçu que ne serait-ce que d'y réfléchir te permet non pas de faire le programme que tu as décidé. Comment je veux vivre, hein, c'est pas forcément exactement comment je veux vivre dans les 5 ans qui viennent et comment je veux vivre dans les 5 ans. Tu vois, par exemple, moi qui suis un Shibani, il m'en reste plus beaucoup. Il faut que je les... Si je fais 5 ans, j'ai tendance à les raccourcir. Tu vois, je me dis comment je vais faire dans les 3 ans, etc. Le fait d'y réfléchir, le jour où il y a quelque chose qui passe et qui correspond aux réflexions que tu as eues sur la mienne, tu l'attrapes. Alors que si tu n'y réfléchis pas, tu l'attrapes, tu le laisses passer. Tu l'attrapes pas. Tout à fait, oui. Tu vois, et j'avoue que bon, j'ai jamais réussi à trouver moi une réponse vraiment. Et puis je préfère réduire les choses. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans les 3 ans? Comment j'ai envie de vivre dans les 3 ans qui viennent, par exemple? C'est une vraie question. Et puis quand tu commences à y répondre, je te dis, il y a des choses qui passent, et tu vas les attraper le plus facilement parce qu'ils vont participer à ton bonheur. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est rigolo ce que tu dis parce que il y a eu plusieurs années où au début de l'année, je prenais le temps de définir mes objectifs de l'année. Voilà, parfait, personnel. Une sorte d'objectif de vie, quoi. Et effectivement, je suis retombé dessus il y a quelques mois et ça m'a fait sourire parce que je les ai tous faits. Et tu m'énerves, t'es trop fort. Non, je suis pas trop fort, mais je confirme ce que tu dis. Effectivement, le fait d'y réfléchir, ça te permet d'avoir une attention aux opportunités qui sera différente. Ça permet d'attraper un truc qui passe auquel t'aurais pas pensé si t'y avais pas réfléchi. Ouais, c'est le seul intérêt du truc. Et entre parenthèses, l'ingénieur civil des mines qui avait plein de défauts aussi, hein, et pas que des qualités, il a fait le programme. Parce que maintenant j'ai le recul. Il a fait ça.
C'est génial. Il est parti sur les îles, je sais plus où, à la Réunion. Ils sont tous les deux profs, ils se sont fait muter. Ok, excellent. Et justement, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais on va finir là-dessus. Alors, je sais que toi, c'est particulier puisque tes petits-enfants sont déjà nés, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les invités dans le podcast, mais quand tes petits-enfants sont peut-être plus en mesure de discuter longuement avec toi, qu'est-ce que tu pourras leur dire justement sur tout ton parcours entrepreneurial finalement? Pourquoi t'as fait tout ça? Je pense pas que je leur raconterai mon parcours. Je pense que ce que je peux leur apporter, d'abord de plus, et ce que j'ai fait avec mes enfants d'ailleurs, hein, c'est une confiance absolue en eux pour inventer leur monde. Tu vois, après t'en mêler plus techniquement, plus directement, je suis pas sûr. Quelque part avec mes enfants, moi, ils ont tous trouvé une autonomie personnelle, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, et ils s'épanouissent sur des territoires qui peuvent. J'en ai un qui est comédien, mais tu vois, comédien de théâtre, un autre qui fait de la musique, mais bien, hein, ils font des trucs incroyables, hein, ils sont entrepreneurs dans leur sujet, et puis ils ont aussi eu des éducations fortes là-dessus qu'ils ont réussi à attraper. Donc moi, je me souviens de mon grand-père que j'admirais beaucoup, tu vois, que j'ai beaucoup, un Nantais, des familles nantaises. À la fin de sa vie, tu vois, alors il avait connu la première bagnole automobile où il m'a dit un jour, j'ai vu passer une voiture, j'ai mis le pied sur le marchepied, il m'a dit, j'ai mis 15 jours à pas dormir, tu vois. Et puis il a terminé par les hommes sur la Lune. Enfin, ils ont eu dans sa vie, il y a eu une évolution des choses incroyables. Nous, c'est l'arrivée de l'internet et tout, c'est des choses moins maîtrisées. Et j'ai pas du tout envie d'être grincheux, et j'ai vraiment envie de faire une grande confiance aux jeunes. Mais une grande confiance, une vraie. Tu vois, c'est pas juste on te fait confiance, tu vas réussir, etc. C'est vrai, tu vois, ils le ressentent. Et c'est ça qui leur donne leur force, après, pour inventer leur époque, inventer leur boulot et tout. Et je suis incapable de dire quels vont être les métiers de mes petits-enfants dans 20 ans, tu vois. C'est le problème de leur génération. Et par contre, ce qui est marrant, c'est de voir mes enfants qui sont devenus des parents. Tu vois, ça c'est drôle. Et la vie continue. Effectivement. Bon, bah écoute, un grand merci pour tous ces enseignements, c'est même pas des leçons de vie, mais des super retours, je trouve. J'aurais pensé qu'on soit beaucoup plus technique sur l'économie circulaire. Non, tu sais, je pense que c'est surtout une question de conviction, de modèles mentaux, je pense. Alors oui, et de capacité à créer un enthousiasme autour de ces sujets-là, parce que c'est enthousiasmant. Au-delà de toutes les polémiques qu'on a partout aujourd'hui, je trouve que on peut vraiment faire des choses intéressantes avec des vieux bateaux qui traînent dans la vase, par exemple. Donc il suffit d'avoir ta capacité d'émerveillement. Parfait. Non, bien là, merci à toi, Brieux. Non, merci à toi, Didier, et puis à bientôt. À bientôt.